Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode d'Innovation and Prospective Talk. Vous savez, on revient sur les grands salons de la tech tout au long de l'année pour en tirer les grandes tendances. Et qui dit septembre dit marronnier, et qui dit marronnier dit IFA de Berlin, plus vieux salon de la tech. On va décrypter ça avec Lionel, qui est mon acolyte depuis toujours sur Innovation and Prospective Talk, CES, NRF, Viva, bref, tous les salons. Et si vous voulez les débriefs, c'est plutôt ici qu'il faut s'y connecter. Abonnez-vous. Bonjour Lionel. Salut Mathieu, salut tout le monde. L'IFA, un acronyme en allemand que je me dispenserai de vous prononcer, mais qui veut dire en français le Salon international de la radiodiffusion et qui a été créé en 1924, il y a 101 ans. Voilà, Et le donc, rendez-vous incontournable de l'Europe de l'électronique d'aujourd'hui. on peut dire ça, effectivement. Alors, rendez-vous très proche du marché. On considère souvent que l'IFA, c'est un peu là où on va faire ses grandes commandes, quand on est un retailer et on va avoir au pied du sapin à Noël et tout frais, les derniers produits high-tech. Il y en a du air fryer, du robot ménager, de l'aspirateur, des plaques de cuisson, mais aussi quelques pépites, et on l'a vu, sur l'IFA Next, qui est la zone sur laquelle toutes les startups étaient présente. Nous, on y passe généralement une journée, hein. Le CES, en comparaison, c'est plus de 7 jours sur lesquels on est présent, parce qu'entre le moment où on arrive et le moment où on repart, il y a tout le CES, et Dieu sait que c'est dur. Quelles sont les grandes tendances que l'on peut en extraire? Je crois que dans les premiers piliers, naturellement, et je pense que c'est sans surprise, on a quand même beaucoup parlé d'intelligence artificielle, Lionel. Intelligence artificielle, mais intelligence artificielle intégrée. Parce que l'IFA, c'est le salon du produit, c'est le salon de l'appareil. Et aujourd'hui, le produit, il doit passer de la logique d'appareil à de la logique d'expérience intelligente. Et cette expérience intelligente doit être intégrée à la logique de vie de l'appareil au quotidien. Mais on parle aussi de convergence avec de la durabilité, donc convergence avec l'aide de l'intelligence artificielle, avec de la durabilité. On parle aussi d'interopérabilité et puis on parle aussi d'exigence immersive parce que là, on avait évidemment plein de sujets qui propulsaient l'utilisateur dans le monde du domaine d'activité de l'appareil concerné, que ça soit une télévision, que ça soit un drone. On a quelques exemples à vous narrer qui étaient vraiment passionnants. Intelligence artificielle, interopérabilité, c'est pas nouveau, hein, quelque part, parce que ça fait des années qu'on en parle, mais et c'est là qu'on comprend bien où est l'IFA. Il faut 5 à 6 ans pour qu'à l'IFA de Berlin, tout ce qu'on a pu voir ces 5 dernières années se concrétise directement dans un produit. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement fort. IA partout, valeur d'usage d'abord, tu le soulignes. Moi, la première question de l'épisode que j'aimerais te poser, c'est où est-ce que tu vois finalement le retour sur investissement ou les preuves tangibles les plus fortes de l'intelligence artificielle complètement intégrée dans un produit grand public? Alors, le ROI de l'intelligence artificielle qui est embarqué se voit d'abord dans l'usage récurrent et la récurrence de l'usage. Quand un lave-vaisselle ajuste automatiquement son cycle, le dosage des produits pour économiser jusqu'à 60% ou 65% d'énergie, on n'a rien inventé, c'est ce que nous dit un grand fabricant coréen. On parle là d'un bénéfice qui est mesurable pour l'utilisateur et donc un argument forcément important pour les ventes en mass market. La différenciation également sur la durabilité, ça, c'est évidemment un retour sur investissement. Je sais que on a beaucoup entendu parler d'obsolescence programmée. Il faut combattre ce genre de choses, notamment dans le cadre de la matière première que l'on utilise pour fabriquer quelques produits que ce soit, qu'ils soient téléviseurs, réfrigérateurs ou autres. Donc, différenciation sur la durabilité de l'appareil. Et puis ensuite, au niveau de l'appréciation au niveau business, de la recommandation, vous savez, le Net Promoter Score, le NPS, comment les utilisateurs vont réellement adopter et donc promouvoir eux-mêmes votre appareil. Ça, ce sont les véritables retours sur investissement qui sont mesurables à la fois pour l'entreprise, pour le fabricant, mais aussi pour l'humain qui, lui, va avoir ses tâches complètement simplifiées, voire libérées de ces tâches qui sont souvent peu gratifiantes. Alors bon, on revient pas dessus, hein, le lave-vaisselle, depuis des dizaines d'années, a décorréler ces tâches peu gratifiantes à la fin du repas où vous étiez obligé de faire laver les assiettes pour que vos parents vous filent une petite pièce. Bah maintenant c'est le lave-vaisselle qui le fait. Mais ça évidemment c'était il y a longtemps. Toujours, Aujourd'hui hein, on va un peu plus loin. le problème, c'est que tu es quand même obligé de mettre
la vaisselle à l'intérieur et donc maintenant tu as plutôt des robots qui vont t'aider à la mettre à l'intérieur du lave-vaisselle et à la sortir. Donc d'où quand même le finalement la fainéantise de base dans laquelle, au-delà de nos cerveaux, l'être humain est en train d'aller. Le robot Midea qui a été présenté, qui fait la vaisselle, qui plie le linge, qui passe l'aspirateur, bref, allez-y. À chaque problème, tu me trouves une solution, Lionel, c'est quand même badass. Donc oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, cette valeur d'usage, elle est, elle doit s'intégrer au niveau stratégique. Toi, tu la vois comment? Dans le cadre d'une entreprise, comment on peut intégrer cette stratégie de l'usage? Bah, en fait, si je devais le résumer, alors moi j'aime bien faire des schémas et des diagrammes, mais pour moi il y a 2 axes qui sont intéressants si on doit les mettre. La première, c'est la valeur d'usage. C'est à quel moment le bénéfice de la fonctionnalité crée une valeur forte pour l'utilisateur. Alors dans le cadre de l'IFA, c'est plutôt le B2C, donc on va avoir le consommateur final et en fonction de ça. Par contre, pour répondre à cet enjeu de valeur d'usage, bah, il y a un autre axe qui est intéressant, hein, qu'il faut mettre soit en parallèle, soit en équerre, mais qui est pour moi la faisabilité d'utilisation de la donnée qui va permettre de répondre à cette fonctionnalité. Au-delà, des contraintes légales par pays, entre le RGPD d'un côté, les AI de l'autre. Donc on voit que naturellement aujourd'hui, la promesse fonctionnelle est réalisable le plus souvent, mais empêchée, on l'a vu avec, notamment l'Apple l'iPhone en 2024, bah, empêchée parce que contrainte réglementaire et donc la faisabilité d'utilisation de la donnée pour répondre aux besoins fonctionnels, pour moi, c'est les 2 axes sur lesquels aujourd'hui, il y avait quelque chose à extraire de l'IFA, dans la mesure où sur l'IFA, on parle quand même de smart home, d'environnement connecté, de routine vocale au quotidien, d'automatiser, finalement, son mode de vie avec, la gestion de sa lumière, de l'audio, de la chaleur, de sa santé, de son sport et de tout ce qui va. Tu as cité notamment sans citer Samsung et ces sujets qui sont, naturellement ceux de connecter notre mode de vie. Et donc finalement, c'est ces 2 axes que je mettrais en évidence si je devais essayer de trouver comment un produit ou un service peut ou pas accoucher, d'un marché dans les années qui viennent. Alors par contre, tu as souligné un sujet qui était quand même clé, notamment les moins 65 et l'optimisation des ressources énergétiques, ce que proposait, Samsung. Quels sont les sujets finalement autour de la durabilité? Est-ce que l'IA a augmenté cette capacité à mieux maîtriser le cycle de vie du produit? Quels sont les indicateurs finalement que les constructeurs ou les participants à l'IFA mettaient en avant quand ils nous présentaient, un produit selon toi? Alors l'IFA présente des appareils, des produits grand public. Donc, c'est le grand public, c'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est vous, qui allons utiliser au quotidien ces appareils. Donc on essaye de sortir, ou on a perçu qu'ils essayaient de sortir de ce Mmh. greenwashing, de ce green storytelling qu'ils nous ont déversé pendant, quelques années, il y a depuis au moins 10 ans. Aujourd'hui, les constructeurs essayent d'avoir des langages clairs avec des indicateurs clairs. Je parle de kilowatts par cycle, je parle de nombre de litres d'eau par usage, je parle de la durée de vie des composants, je parle du taux d'activation en mode éco. Bref, je parle de choses que l'utilisateur, de son côté, est capable de quantifier et est capable de comparer. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Et donc, à partir de ce moment-là, je vais pouvoir agréger un certain nombre de routines qui, pour l'utilisateur, seront des routines gagnantes. Je crée un avantage coût qui va être défendable parce que oui, je serai peut-être un peu plus cher, mais vous allez économiser de l'énergie, de l'eau, le réglage de la température, le dosage des éléments qui sont pour le lave-linge, la lessive, etc., qui sont enfin des ingrédients qui sont plutôt chers au kilo ou au litre. Donc on voit bien que on a besoin pour les opérateurs que sont les fabricants de mettre des indicateurs clairs, compréhensibles par l'utilisateur final. Ça, c'est vraiment important. Et puis, ça permet aussi pour nous de faire des benchmarks. Mais ce qui est important pour moi, ça serait de se dire comment on va transformer ces points qui sont mis en avant en un véritable avantage marché, euh, tout en cochant le côté conformité aux règles attendues par l'Union européenne, comme tu le disais, économie circulaire et autres RGPD.
Là, c'était tout le sujet qu'on va avoir, notamment que tu as présenté tout à l'heure, enfin, tu as parlé de Samsung, c'est avec Bespoke AI, qui vient, hein, de AI for All, hein, qu'ils ont présenté, l'année dernière en 2024 et représenté sur scène au CES 2025 en faisant un grand raout sur cette capacité vraiment de considérer que l'IA devait être au service de l'ensemble des consommateurs. Moins 65 d'optimisation, ça, c'est un argument qui est clé et en même temps, c'est un argument qui, pour moi, est un pilier de différenciation fort. À quel moment on va être dans la cohérence, à quel moment on va être dans la pas la transparence, j'aime pas ce mot-là, mais dans l'authenticité du message que l'on délivre et sa capacité à être vérifié. Et ça, c'est un facteur de différenciation très fort face au greenwashing qu'il y a eu partout et on l'a eu à l'IFA de Berlin pendant longtemps. Cette année, c'est vrai que tout le monde était quand même centré sur des choses qui étaient vérifiables, pour pas dire auditables, pas transparentes, mais authentiques pour pas dire transparentes. Et donc, on a vraiment des éléments qui étaient tangibles. Et puis cette nécessité aussi, on le voit, de coller aux conformités légales. Et ça, c'est un vrai sujet de différenciation aussi, qu'on va pouvoir avoir sur les contraintes d'économie circulaire, de réparabilité, d'utilisation de matériaux dans lesquels la recyclabilité sera meilleure. Et d'ailleurs, hein, je ne sais plus si c'était à l'IFA de Berlin l'année dernière ou si c'était au CES, mais quand on arrivait chez Samsung, il y avait un mur entier de matériaux qui composaient finalement le matériau final ou le produit final et avec la matière première qui était clairement affichée. Donc là, on était déjà sur un pivot par rapport à cette année. Et puis, ce qui est intéressant aussi, autre facteur très clair sur les marques, c'est la servicialisation des différents add-ons qu'on va pouvoir ajouter aux produits qu'on a achetés. Ça peut être du coaching face à notamment la réparation de ce dernier s'il a un problème. Ça peut être une intégration facilitée à d'autres standards du marché. On voit bien que le problème, c'est souvent le standard et l'interopérabilité des réseaux, notamment entre eux. Tout ça pour avoir vraiment un vrai monitoring, un vrai life cycle au quotidien de son produit, puis surtout qu'un produit peut-être puisse refaire une vie entière. Et ça, c'est quelque chose qui a changé dans le discours. On achète un produit avec cette capacité à mieux le réparer et à le garder plus longtemps. En tout cas, c'est ressorti dans beaucoup d'éléments et de sujets qu'on avait pu voir. La durabilité devient un spec de design et plus un slogan, c'est ça? Et oui, parce que c'est effectivement by design. Donc à la conception du produit, on le pense naturellement rétrofitable et potentiellement, réparable. Et donc ça, c'est quelque chose qui a beaucoup changé, aussi avec les différentes réglementations, hein, sur, l'obsolescence programmée. Ça me fait penser obsolescence programmée, à divertissement qui est un autre sujet, fort, au-delà de la maison connectée, mais un divertissement plus immersif, mieux fondu. On n'est plus dans le dispositif gadget, on est vraiment dans quelque chose finalement qui ne se ressent pas ou peu et tu as noté ça notamment sur, les problématiques de standards, les problématiques d'archi pour éviter ce silo domestique en termes, d'utilisation des objets. Bah, c'est ce qu'on a beaucoup, enfin, prié pour que ça arrive, c'est-à-dire que ces fabricants soient dans l'interopérabilité totale. Alors on a vu des exemples sur l'IFA, alors le plus caractéristique, parce que ce sont 2 marques très connues, c'est Philips d'un côté, c'est Sonos de l'autre. On a des Philips Hue aujourd'hui qui peuvent être pilotés via Sonos parce que les protocoles qui sont utilisés sont des protocoles qui peuvent cohabiter parce qu'ils sont interopérables. Et donc l'architecture de ces appareils, que ce soit ceux que je viens de citer ou d'autres, notamment je pense à la marque Dyson avec un aspirateur robotisé, eh bien ce sont les avantages que on va pouvoir facilement les intégrer à notre dispositif, qui est notre dispositif de maison connectée, de divertissement connecté. On avait vu la capacité que pouvait avoir Sonos, de régler, d'une certaine façon la on va dire, l'ambiance sonore de notre pièce en fonction de la dimension de notre pièce, mais aussi, d'interagir avec, encore une fois les lumières pour que l'ambiance lumineuse soit adaptée à l'environnement sonore. Bon, on voit tout ça et ça, c'est intéressant parce que c'est, tout un tas de c'est la garantie d'avoir tout un catalogue d'intégrations qui seront certifiés, notamment par, des tests de non-régression et des guides clients qui pourront, très facilement être pris en main parce que, justement, les appareils seront plug and play. On sait pourquoi on adopte certaines marques, notamment avec une pomme, parce que quand on a un appareil A avec un appareil B, on sait qu'ils vont marcher ensemble très facilement. Et ça, c'est toute cette recherche et c'est l'abandon, quelque part,
des fabricants, sur, les données qui sont propriétaires. Je suis propriétaire de mon dispositif de plug, je suis propriétaire de mon protocole et donc j'essaye d'être majoritaire et d'être le leader du marché avec ce protocole pour l'imposer à tout le monde et avoir des royalties. Aujourd'hui, l'idée, c'est pas du tout celle-ci, c'est plutôt d'aller alors attention, l'idée, c'est pas, naturellement, ça vient pas naturellement forcément des fabricants, c'est plutôt une idée qui est imposée, notamment par un client très puissant, que sont les clients de l'Union européenne. Parce que l'Union européenne, c'est vrai que elle demande à Apple de tout passer en USB-C, elle demande à tous ces fabricants, qui sont très tentés par, leurs normes propriétaires d'avoir une norme standard pour que tout le monde puisse s'y connecter. Alors, on le voit avec, ce qui alimente nos appareils et ce qui branche nos appareils pour les, recharger en énergie, mais là, on le voit surtout sur l'interopérabilité transverse du matériel. Ça, c'est vraiment important et donc pour nous, et pour toi, je voudrais, te dire, est-ce que dans ton sens, qui dans les différents acteurs, entre le fabricant, entre la plateforme qui va fournir, cette interopérabilité, entre le retailer, qui sera capable de capturer la valeur sur le plan, du modèle économique? Intrinsèquement, j'aimerais te dire que c'est celui qui aura l'écosystème et la capacité d'être front du client, le plus souvent. Assez rare et c'est d'ailleurs pour ça que, Samsung, mais pas que, hein, on cite souvent Samsung, mais ou Apple, comme tu viens de le citer, sont capables à la fois de traiter les problématiques hardware, mais aussi les services qu'ils vont pouvoir, y intégrer. Et c'est une vraie difficulté pour les acteurs de la tech à proprement parler, qui soit se connectent pas, soit doivent passer par un tiers qui lui-même va être au contact direct de ceux qui ont l'écosystème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu dois vendre un accessoire ou un service via Apple, par défaut, le taux d'acquisition sera tellement important, c'est d'essayer de le faire tout seul ou là, pour aller chercher une masse suffisamment sensible, tu as besoin de ces écosystèmes. Donc en fait, pour moi, il y a plusieurs modèles qui émergent. Le premier, c'est ceux qui vont construire des hardware connectés, vraiment, premium. Dans par là, tu penses, aux micro LED 115 pouces notamment et ou la télé, Dolby Vision 2 là, qui est adaptative, qui est dont la valeur qui est perçue est extrêmement forte et notamment la marche sur ces produits forts, mais que tu as une communauté assez faible finalement de personnes qui vont pouvoir acquérir ce type, de produits et puis, la couche intermédiaire, c'est-à-dire ceux qui vont faire à la fois un bundle de l'usage et de la tech à proprement parler, donc dans lesquels tu vas avoir, je sais pas, par exemple, tu prends la Nebula X1 Pro là qui était sortie, qui est cette enceinte, vidéo projecteur Full HD équipée de micros et compagnie qui va, restituer une expérience et puis, te dire: «Bah, tiens, j'ai besoin d'un accessoire et puis par rapport à ça, je vais me rajouter un abonnement pour faire ci» et donc là, tu es finalement un peu entre les 2 et puis après, il y a ceux qui vont directement intégrer des services où là, effectivement, c'est encore plus compliqué. Mais en fait, c'est les 3 modèles finalement aujourd'hui, mais celui qui dispose de la plateforme et qui dispose de la capacité d'être au contact de celui qui finalement paye, aura le pouvoir. Alors est-ce qu'à terme, c'est un layer qui viendra au-dessus de l'Apple, au-dessus de Samsung, au-dessus de LG, au-dessus de tout ça, parce que il y aura derrière des contraintes réglementaires qui font que, par défaut, tu pourras avoir des tiers qui anonymisent quelque part tes données et qui font que, bah, c'est plus compliqué pour ces gens-là de savoir exactement ce qui se passe dans ta vie. Donc, potentiellement, ils sont prêts à minimiser peut-être l'accès à des hardware au bénéfice que tu leur cèdes de la donnée. Mais, voilà, en l'état, pour l'instant, c'est plutôt les gros acteurs classiques qu'on connaît, qui, entre le fabricant et la plateforme, prennent, la majeure partie, bah, ça reste quand même axé sur celui qui a la plateforme. Si tu es fabricant et que tu as la plateforme, tu encore mieux. Si tu es retailer, bon, bah, je pense que tu te tapes ta marge, assez classique de 15 à 25 quand tout va bien, maximum 30 et globalement, si tu es pas sur des produits ultra précis, ou ultra niche, c'est intéressant. Par contre, ce qu'on a vu et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'heure du tout créé par l'IA, il y a un vrai retour aux produits qui durent, un vrai retour à l'authentique et ça peut peut-être changer quelque chose. C'est ce qui va peut-être faire qu'à un moment, tu vas t'acheter tel produit parce qu'il est vendu par un retailer très spécifique qui a signé une exclue et qui sort des écosystèmes assez classiques, de type, Samsung, LG une compagnie. Bon alors là, ça reste encore assez à voir. En tout cas, pour l'instant, ça reste tellement niché que c'est anecdotique et c'est une goutte d'eau dans l'écosystème de la tech, dont les rouleaux compresseurs sont ceux que l'on connaît. Pour conclure ou pour arriver vers la fin, parce que ça fait déjà un
petit moment qu'on essaye de faire le tour de ce que l'on a pu voir et surtout ce que l'on a ressenti en termes de tendance, hein, sur l'évolution de ce marché de produits, électroniques grand public, c'est la santé. Hein, et cette santé, elle se traduit quand même par, l'arrivée de beaucoup d'éléments qui deviennent de plus en plus prédictifs, qui sont au plus proche de nous. Et c'est vrai qu'on pourrait, citer, sans rentrer dans le détail de tous, quelques appareils dont la mobilité augmentée, la santé, ceux qui sont au plus près de notre personnes, on va dire, quelques marques qui nous ont plu. Alors Halifanext, on ne peut que les citer parce qu'ils sont français, parce qu'ils viennent de Toulouse. On a pu de nouveau essayer, parce qu'il est sorti cet été, le SkyTate 320, c'est-à-dire l'appareil qui vous permet de faire des appels discrets en public. Vous allez avoir un casque avec un micro qui va filtrer l'intégralité du son ambiant et qui va vous permettre de simplement chuchoter dans l'appareil. Ça veut dire que votre parole ne sera pas audible des voisins à proximité de vous, que ce soit dans un train, dans un avion ou quelque part dans une salle de rédaction ou dans un bureau open space. Et de l'autre côté, votre interlocuteur vous entendra parfaitement. J'imagine que toi, tu as d'autres exemples à nous donner sur justement cette proximité que les wearables viennent vers nous, et que l'on a pu observer, à l'IFA. Alors bien sûr, alors en même temps, mais je sais que tu en es fan. Moi, je suis pas trop forcément montre connectée ou consort. Limite, tu aurais 3 poignées, tu aurais 3 montres. Mais dans les faits, si tu prends le ScanWatch, par exemple, 2 de WeSings, qui, combine l'ensemble des algorithmes, qu'ils peuvent développer sur une meilleure santé pour anticiper, hein, surtout les signaux faibles. Alors on peut parler, de la grippe, du stress, des, prédictions, menstruelles pour les femmes, ou de périodes de meilleure fécondité à la fois, pour l'homme et pour la femme par ailleurs. Tous ces sujets sont, aujourd'hui quasiment natifs. Alors WeSing est un peu plus développé que les autres, mais Apple et cetera bien sûr également. En tout cas, ils l'ont présenté. On s'aperçoit que finalement la santé est complètement l'analyse de notre santé et donc l'anticipation des diagnostics est beaucoup plus fort qu'avant, et tout du moins c'est plus une solution, ça devient natif et ça devient juste quelque chose d'assez commun dans tout objet connecté que l'on va pouvoir acheter. Alors à, la chose près que la tension, enfin l'hypertension en tout cas, et le suivi continu du diabète restent encore sur des technologies qui sont assez variées, donc il n'y a pas vraiment de consensus encore sur ces sujets-là, mais le bien-être et le diagnostic préventif sont au cœur de tous les sujets qu'on a pu voir au niveau, de WeSings, mais pas que, de tous les produits qui étaient dédiés, à la santé pour surveiller au mieux notre santé. Il a été question, tu as parlé de SkyTeed aussi, mais SkyTeed, ça m'a fait penser à la mobilité. De la mobilité, en général, quels sont les sujets que tu as pu identifier au niveau de la mobilité? Je crois que tu m'as parlé d'un exosquelette. Alors, ouais, je t'ai parlé d'un exosquelette. Moi, c'est vrai que, avant d'aborder, le côté exosquelette qui est intéressant parce que encore une fois, on est proche de l'accompagnement de l'humain, on est au plus proche de l'humain, les problématiques de mobilité pour, certaines personnes qui ont été accidentées, qui ont, une dégénérescence au niveau de la colonne vertébrale et cetera, et donc ça, c'est vraiment important. Mais il y a aussi, parce que ça reste un salon qui est, ouvert au monde. Il y a un appareil qui m'a beaucoup plu dans, la mobilité, c'est un appareil qui s'appelle l'Antigravity A1. C'est Mmh. un drone qui vous permet de vous déplacer. C'est le drone qui se déplace. Mais vous, par le biais de 2 caméras, l'une au-dessus du drone, l'autre en dessous, qui sont toutes les 2 des caméras à 180 degrés, ils ont été incubés par Insta360 qui fournissait une caméra à 360 degrés. Eh bien, votre drone se déplace avec un visuel à 360 degrés. L'intelligence embarquée du drone efface évidemment les éléments du drone qui apparaîtraient à l'image. Et vous, avec un casque qui est relativement petit, extrêmement ergonomique, vous vous Mmh. retrouvez immergé et vous devenez mobile sans tout en restant immobile. Et là, c'est vraiment quelque chose qui est donc on va à la fois de la santé avec, l'exosquelette, mais on va également dans, l'immersif, personnel, c'est-à-dire cette mobilité qui est une mobilité de divertissement, on va dire, ou de découverte. On parle beaucoup, tu sais, en Normandie, des falaises
Mmh. qui tombent, régulièrement, Ouais, tout à dans fait. la mer parce que ça l'érosion, eh bien, on s'y approche et tout le monde nous dit que les touristes s'y approchent trop. Eh bien là, voilà, vous restez en retrait, vous envoyez votre drone et là, le spectacle, il est juste extraordinaire. Anti-Gravity A1, ça a été mon vrai coup de cœur, cette année. Et dernier coup de cœur en ce qui me concerne, pour moi, mais je suis resté dans l'IFA, hein. Je me suis dit: «Autant y aller à fond», on va être sur les robots laveurs de sol. C'est le X-Team TR1 exactement et sa particularité, c'est que c'est le premier robot dual form. C'est-à-dire qu'en une seconde, il est capable de basculer d'un mode robot autonome à un mode robot pour traiter un incident. Par exemple, s'il y a quelque chose qui s'est passé soudainement, alors un verre renversé, une tache de ketchup, un mélange, je sais pas, cheveux croquettes, pour le chien qui pourrait être au sol, et ben l'appareil va directement gérer cet imprévu. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Alors, ils ont mis, en avant notamment, un redesign intégral de la mécanique, de nettoyage, et ils ont développé le système par ailleurs qu'ils ont breveté, Dual Motor Direct Suctions, et qui va être capable d'un seul coup d'aspirer liquide et solide en une seule passe. Voilà, fantastique, sachant que les petits trucs, les rotors, les rouleaux lavent à 60 degrés avec 800 tours par minute. Autant te dire que j'ai passé la commande Et ça désinfecte. et ça désinfecte par ailleurs. Donc en fait, on a, voilà, là, c'est le produit typique. D'ailleurs, ils ont été récompensés, si je me trompe pas, sur, le concours des, IFA Innovation Awards. Donc, on a vraiment quelque chose qui est, voilà, qui est typique de l'IFA de Berlin, qu'on va retrouver très certainement chez Boulanger, Darty, ou consorts à la fin de l'année. L'IFA de Berlin, gros salon, il s'en est passé des choses aussi cette semaine. Il faut qu'on vous fasse le retour de l'IA de Munich, qui sera notre prochain épisode. Là, pareil, hein, sur la mobilité, il s'est passé beaucoup de choses très B2B, ce salon, mais passionnant sur le futur des tendances, de la, mobilité. Donc, un épisode qu'on vous enregistrera cette semaine, le temps qu'on débriefe de toutes nos notes. Sur l'IFA de Berlin, Lionel, est-ce qu'on s'est tout dit? On aurait pu dire beaucoup plus de choses, mais bon, faut tenir la demi-heure maximum, hein. C'est un objectif, pas facile à tenir d'ailleurs. Moi, je lance une petite contribution. Je dois glaner 800 € pour pouvoir me payer à Noël la nouvelle machine à laver de chez Candy avec 3 tambours. Un gros tambour pour le gros linge, des petits tambours associés qui sont capables de tourner à des vitesses différentes pour pouvoir, en une seule opération, laver différents types de linge. Alors, les linges de bébé, les sous-vêtements et puis les draps, les chemises, etc. Voilà. Bah, écoute, ce sera avis à contribution, revenu publicitaire de cet, épisode à mon avis, ça devrait donner. Voilà. On s'est tout dit, on vous rappelle qu'Innovation and Prospective Talk, vous pouvez vous abonner à Apple Podcasts, Deezer ou encore Spotify. Prochain épisode dédié à l'IFA de Berlin, non, c'est tourné, à l'IA de Munich. Il y a beaucoup d'activités sur septembre. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures autour du digital et de l'innovation sur les plus grands salons de la tech. Allez, salut Lionel, à très vite. Bye bye. Salut à tous.